L'adulation qu'il mérite est immense. C'est comme un territoire inexploré. Le 9 août 1986, Freddie Mercury monta sur scène pour la dernière fois. Son médecin l'avait prévenu de ne pas se produire, sa voix le lâchait. Dans la foule, la vie d'un fan s'éteignit pendant Who Wants to Live Forever. Mais ce qui se passa ensuite choqua tout le monde, de la violente explosion de colère de John Deacon à la mystérieuse disparition de Mercury après le concert. Aujourd'hui, nous révélons ce qui s'est réellement passé lors du dernier concert de Queen. Freddie Mercury est né le 5 septembre 1946 à Zanzibar, une petite île qui faisait partie d'un protectorat britannique. Ses parents étaient parsis et pratiquaient le zoroastrisme, l'une des plus anciennes religions du monde. La naissance de Freddie fut particulière à bien des égards. Il naquit avec 4 dents supplémentaires et plus tard, il pensa que cela lui conférait une tessiture vocale unique, lui permettant de chanter sur 4 octaves. Il grandit entouré des cultures africaines, arabes et indiennes qui influencèrent son style et sa musique. Plus tard, à 17 ans, la vie de Freddie bascula lors de la révolution de Zanzibar en 1964. La situation devint dangereuse pour les familles comme la sienne et ils durent fuir. Des milliers de personnes furent tuées, alors sa famille se réfugia en Angleterre. Mais avant cela, Freddie passa son enfance en Inde. À seulement 8 ans, ses parents l'envoyèrent dans un pensionnat de style britannique appelé St. Peter's à Punani. Cette école, près de Mumbai, devint un lieu important pour Freddie. C'est là qu'il commença à se faire appeler Freddie et c'est aussi là que naquit sa passion pour la musique. Un professeur remarqua son talent et conseilla à ses parents de payer des cours de musique supplémentaires. Cette décision allait changer sa vie. À l'école, Freddie forma son premier groupe, The Hectics, avec 4 amis. Il jouait des chansons de rock and roll d'artistes célèbres comme Cliff Richard et Little Richard. Freddie n'avait que 12 ans, mais il montrait déjà un don naturel pour la musique. Il adorait aussi les chanteurs de Bollywood comme L. Mangeshkar, dont la voix puissante inspira ses futures performances. Même à cet âge, Freddie commença à mélanger les influences occidentales et indiennes, ce qui allait plus tard faire la renommée de Queen. Lorsque la famille de Freddie déménagea en Angleterre, elle s'installa dans une petite maison à Fulham près de Londres. La vie ne fut pas facile au début, mais Freddie était déterminé. Pour réaliser ses rêves, il intègre l'Eworth Polytechnic en 1964 pour étudier l'art puis l'école d'art d'Inde. Freddie y développe des compétences en graphisme qu'il utilisera plus tard pour créer le célèbre logo de Queen. Pour subvenir à ses besoins, il enchaîne les petits boulots, notamment plongeur à l'aéroport de Heathrow. À Ainge, il rencontre Tim Stahel, membre du groupe Smile avec le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor. Freddie se lie d'amitié avec eux et leur donne souvent des idées pour leurs performances. En 1970, lorsque Tim quitte Smile, Freddie rejoint le groupe comme nouveau chanteur. Il suggère le nom Queen, car il évoque la grandeur et la puissance. Leur premier concert sous le nom de Queen a lieu en juin 1970 lors d'un événement caritatif. Le groupe cherche encore un chanteur et, après avoir auditionné plusieurs personnes, il trouve John Deacon en 1971. À cette époque, Freddie décide également de changer son nom de famille pour Mercury, inspiré par un vers d'une chanson qu'il a écrite « Mother Mercury, look what they've done to me ». Queen ne connaît pas un succès immédiat. Leur premier album sort en 1973, mais ne se vend pas aussi bien que prévu. Leur premier album, Killer Queen, sorti en 1974, a connu un succès mitigé, seulement 49e au Royaume-Uni. Il a atteint la 83e place aux États-Unis. Le groupe commençait à se décourager, mais leur troisième album, Sheer Heart Attack, a tout changé. Il contenait Killer Queen, un titre qui allait les propulser au rang de star numéro 2 au Royaume-Uni et 12e aux États-Unis. Freddie Mercury a écrit Killer Queen, une nuit assis à son piano. Il a d'abord trouvé les paroles, ce qui était inhabituel pour lui, car il commençait généralement par la musique. La chanson racontait l'histoire d'une prostituée de la haute société. Ce qui la rendait si spéciale, ce n'était pas seulement l'histoire, mais aussi le son. Brian May y a joué un solo de guitare impressionnant, utilisant une pièce de Sixpence comme médiateur.
Le groupe a ajouté des couches sonores grâce à différentes techniques de production. La chanson a rendu Queen célèbre, mais elle a aussi provoqué quelques tensions au sein du groupe. Roger Taylor craignait que son côté léger et enjoué ne fasse croire que Queen n'était pas un groupe de rock sérieux. En fait, Killer Queen a failli ne pas figurer sur l'album. Enregistrée en dernier, elle a suscité de vifs débats. Puis vint Bohemian Rhapsody Rap et CID, sorti en 1975 lors d'une soirée à l'opéra. Cette chanson a propulsé Queen au rang de superstar. Sa création fut un véritable défi, 3 semaines d'enregistrement, 104 overdubs et un coût de production de 40 livres, ce qui en faisait à l'époque le morceau le plus cher jamais produit. Étrange et original, il se composait de 3 parties distinctes, un début lent et émouvant, un milieu aux accents d'opéra et une fin rock explosive. Les dirigeants d'EMI doutaient de son succès, le jugeant trop long et demandèrent au groupe de le raccourcir pour la radio. Le groupe refusa. Leur manager confia alors secrètement le titre au célèbre DJ Kenny Everett, qui le passa 14 fois en un week-end. Le public l'adora, et la chanson resta numéro 1 des charts britanniques pendant 9 semaines consécutives. Sa popularité explosa en 1991, après la disparition de Freddie Mercury, où elle demeura numéro 1 pendant 5 semaines supplémentaires. Aux États-Unis, son succès fut plus modeste à ses débuts, 9e place en 1976, mais en 1992, grâce à son utilisation dans le film Wayne's World, elle grimpa à la 2e place. Le titre s'est vendu à des millions d'exemplaires et est devenu l'un des singles les plus vendus de l'histoire du Royaume-Uni. Queen a également révolutionné le clip vidéo, celui de Bohemian Rhapsody, a été tourné en seulement 4 heures pour un coût de 400 livres. Malgré sa simplicité, il était novateur. Le célèbre plan des 4 visages du groupe formant un prisme a été créé grâce à une technique appelée rétroéclairage visuel. Devenu iconique, il a fait des clips un élément clé de la promotion des chansons. Par la suite, Queen a continué à réaliser des clips mémorables. Dans I Want to Break Free, les membres du groupe sont habillés en femmes inspirées du feuilleton britannique Coronation Street. Drôle et audacieux, le clip a cependant été censuré par MTV aux États-Unis. Radio Gaga, quant à lui, était l'un des clips les plus chers de son époque, avec un coût de 100 livres. Il intégrait des scènes du film Metropolis, pour lesquelles Queen a déboursé 100 $ rien que pour les utiliser. Les concerts de Queen étaient aussi impressionnants que leurs clips. En 1975, lors de leur tournée A Night at the Opera, ils ont utilisé un immense dispositif d'éclairage sur mesure composé de 168 projecteurs et de 12 feux d'atterrissage d'avion. Tellement imposant qu'il nécessitait son propre générateur et que son installation prenait des heures. Installés dès 1986 pour leurs célèbres concerts à Wembley. Leur dispositif d'éclairage comptait plus de 1 lumière, dont une immense structure en forme de couronne pesant 5 tonnes. La présence scénique de Freddie Mercury a également évolué au fil du temps. À ses débuts, Freddie était timide et restait souvent derrière son piano pendant les performances. L'emblématique pied de micro qu'il utilisait sans la partie inférieure est en fait né d'un accident. Un soir, le pied de micro s'est cassé pendant une performance, mais Freddie a apprécié la liberté qu'il lui offrait et l'a conservé. Son style est devenu plus flamboyant. En 1973, inspiré par Jimi Hendrix, il a commencé à se vernir les ongles en noir et à porter des tenues glam rock spectaculaires, conçues par Xandra Rhodes. En 1976, il portait sa célèbre combinaison Harley Quinn, un costume moulant qui devait être cousu sur lui avant chaque spectacle. Dans les années 1980, Freddie s'est transformé à nouveau, il s'est laissé pousser une épaisse moustache et a adopté un look plus macho avec des pantalons en cuir et des vêtements militaires. Ce changement de style vestimentaire était inspiré par la scène des clubs gays new-yorkais. Il conservait son énergie ludique dans le clip de I Want to Break Free. Il apparaît travesti, mais avec sa moustache intacte, ce qui a déconcerté certains et suscité la controverse. Les excentricités de Freddie sur scène sont devenues de plus en plus extravagantes au fil du temps.
Lors de la tournée Hot Space en 1982, il s'est mis à chevaucher un membre de l'équipe déguisé en Darth Vader tout en chantant « We Will Rock You » au Japon. Il s'est même déshabillé une fois pour ne garder qu'un short pendant un concert, se débarrassant de son costume pièce par pièce au fur et à mesure du spectacle. Le charisme et le style audacieux de Freddie rendaient chaque performance inoubliable. Freddie Mercury et Queen ont connu de nombreux changements dans les années 1980. En 1981, le groupe a tenté un nouveau son avec l'album Hot Space. Freddie et John Deacon voulaient expérimenter avec le disco et le funk, mais de nombreux fans n'ont pas apprécié. La chanson Body Language, sortie en 1982, a provoqué encore plus de controverses. Ses paroles et son clip étaient trop osés pour l'époque et MTV l'a censuré, ce qui a contrarié les fans. Mais Freddie, en 1985, Freddie continue d'explorer de nouvelles idées musicales et sort son premier album solo, Mr. Bad Guy. Il y travaille pendant 2 ans à Munich, soignant chaque détail. L'album, riche en musique danse et en synthétiseurs, révèle la créativité de Freddie. Il le dédie même à ses chats. Cet album est pour mon chat Jerry, ainsi que pour Tom Oscar et Tiffany, et pour tous les amoureux des chats de l'univers. Tant pis pour les autres. L'album atteint le top 10 au Royaume-Uni, mais ne rencontre pas le même succès aux États-Unis. Malgré tout, il donne à Freddie la confiance nécessaire pour aller plus loin. Plus tard, en 1987, il collabore avec le chanteur d'opéra Montserrat Cabal sur l'album Barcelona. Le titre éponyme mêle opéra et rock et met en valeur la puissance de la voix de Freddie. La chanson devient l'hymne des Jeux olympiques de 1992 à Barcelone. Mais malheureusement, Freddie ne vit pas assez longtemps pour assister à son interprétation. Parallèlement, Queen traverse une période difficile. Après la sortie de Hot Space, le groupe part en tournée, mais fin 1982, il décide de faire une pause. Les relations au sein du groupe sont tendues. Brian May admettra plus tard « Nous nous sommes détestés pendant un temps. La situation s'est encore aggravée. » Pendant l'enregistrement de leur album de 1984, The Works, Brian May, frustré, quitta le studio et passa des heures dans un parc à songer à quitter le groupe. John Deacon partit soudainement pour Bali sans prévenir personne, ce qui choqua tout le monde. Lorsque Freddie l'apprit, il chanta en plaisantant « Bali Higgy » de South Pacific. Il y eut également des problèmes en dehors du groupe en 1984. Queen se produisit à Sun City, en Afrique du Sud, pendant une fête. Beaucoup de gens étaient en colère car le pays avait des lois racistes. Le groupe fut interdit par le syndicat des musiciens et critiqué par les Nations unies. Plus tard, lors d'un concert à Rio de Janeiro en 1985, le public les houa. La vie personnelle de Freddie ajouta au chaos. Son manager, Paul Prinner, causa beaucoup de problèmes au sein du groupe. Brian May ne voulait même pas le nommer dans les interviews, le désignant simplement comme celui qui s'occupait de Fred. Tout changea le 13 juillet 1985 lorsque Queen se produisit au Live Aid. Freddie ne se sentait pas bien et avait des problèmes vocaux, mais il décida quand même de jouer lorsqu'ils montèrent sur scène à 18h40 et 1. Ils ont offert l'une des plus grandes performances live de tous les temps. En 21 minutes, ils ont joué des extraits de leurs plus grands tubes, dont Bohemian Rhapsody, City Radio Gaga et We Are the Champions. Pendant Radio Gaga, Freddie a entraîné la foule dans un tonnerre d'applaudissements, créant un moment inoubliable. Plus de 1 milliard de personnes ont regardé la performance à la télévision. En coulisses, Elton John leur a lancé « Bande de salauds, vous avez volé la vedette ». Cette performance a relancé la carrière de Queen et insufflé une nouvelle énergie au groupe. Après le Live Aid, Queen a commencé à travailler sur un nouvel album A Kind of Magic qui devait être la bande originale du film Highlander, un film sur l'immortalité. Ils ont commencé l'enregistrement en 1985, utilisant les nouvelles technologies numériques pour donner un son moderne à l'album. La chanson-titre « A Kind of Magic » est inspirée d'une réplique du film, mais Freddie a modifié la version originale, ce qui a contrarié Roger Taylor. Une autre chanson, « Who Wants to Live Forever », a été écrite par Brian May après avoir vu une scène du film.
Elle était interprétée par un orchestre de 80 musiciens, ce qui lui conférait une dimension dramatique impressionnante. En 1986, Queen a planifié sa tournée la plus ambitieuse et la plus excitante à ce jour, la Magic Tour. Une tournée inédite pour le groupe, avec 26 concerts prévus dans 9 pays différents. À travers l'Europe, en seulement 8 semaines, la scène de la tournée était à couper le souffle immense. Elle mesurait 49 mètres de large avec 2 longues allées s'avançant dans la foule. C'était l'une des plus grandes jamais construites et il fallait plus de 8 mètres de câbles pour tout alimenter. L'écran vidéo mesurait 6 mètres de haut et était si grand qu'il nécessitait son propre générateur. Le système de sonorisation était si puissant que les gens à des kilomètres à la ronde pouvaient entendre la musique. Certains se sont même plaints du bruit dans les villages voisins. Le 9 août 1986, Freddie Mercury est monté sur scène à Neighbour Park à 18h41. Il ne savait pas que ce serait sa dernière prestation en direct avec Queen. La foule était immense, 120 personnes étaient venues assister au concert. L'énergie était incroyable. Dès les premières notes de One Vision, Freddie portait son fameux débardeur blanc et un jean moulant. Il avait l'air confiant, mais il n'était pas en grande forme ce matin-là. Son médecin lui avait dit qu'il avait la gorge enflammée et l'avait prévenu de ne pas chanter. Mais Freddie n'en fit qu'à sa tête. Il refusait de décevoir ses fans. En chantant « One Man, One Goal, One Mission », sa voix se brisa légèrement, mais personne ne sembla s'en soucier. En coulisses, le groupe avait préparé une setlist de secours. Il craignait que Freddie ait du mal avec les morceaux les plus difficiles, mais au fil du concert, il leur prouva le contraire. Il voulait offrir au public le spectacle qu'il était venu chercher. Pendant Under Pressure, sa voix se brisa sur une note aiguë. Au lieu de s'arrêter, il se tourna vers la foule et l'invita à chanter avec lui, rendant ce moment encore plus spécial. 20h03. Le groupe a joué « Who Wants to Live Forever », un des moments les plus émouvants de la soirée. Les paroles résonnaient différemment, comme si Freddie chantait sa propre vie. Bohemian Rhapsody a suivi à 20h17. C'était l'un des morceaux les plus difficiles du répertoire de Queen, mais Freddie s'y est donné à fond. Il a même chanté en direct des passages de la section lyrique habituellement joués sur bande. Il a atteint une note aiguë qu'il n'avait pas tentée depuis des années et la foule s'est déchaînée. La dernière chanson de la soirée était « We Are the Champions ». La voix de Freddie a de nouveau tremblé, mais au lieu de baisser les bras, il a tenu la note encore plus longtemps. La foule a rugi si fort qu'on l'a entendu jusqu'à village tout près. À 20h59, le groupe a joué God Save the Queen. Habituellement, c'est à ce moment-là qu'il quittait la scène, mais Freddie est resté. Il est resté immobile, les yeux fermés, tandis que la musique continuait. Alors que les dernières notes s'estompaient, Freddie s'est tourné vers la foule, s'est incliné profondément et a dit « Merci, chers amis. Bonne nuit et faites de beaux rêves. » Il était 21h02. Freddie Mercury venait de donner son dernier concert, mais en coulisses, l'ambiance était tendue. Un événement surprenant se produisit. John Deacon, le bassiste d'ordinaire calme et posé, eut une réaction inédite. 18 minutes avant le début du spectacle, il jeta sa basse à travers la loge, manquant de peu d'atteindre le technicien batterie de Roger Taylor. Sous le choc, Deacon n'avait jamais été aussi bouleversé en 15 ans au sein du groupe. Plus tard, il confia à Brian May « Je n'en peux plus, c'est trop ». Il semblait pressentir que ce concert serait leur dernier avec Freddie. Deacon se disputa également avec l'ingénieur du son exigeant des modifications du niveau de ses basses, malgré son état de détresse évident. Une fois sur scène, Deacon livra l'une des meilleures performances de sa vie. Ce soir-là, un drame survint aussi dans le public. Michael Jennings, un fan de 23 ans, s'effondra pendant la chanson « Who Wants to Live Forever ». Il se trouvait à une 50aine de mètres de la scène. Les secours arrivèrent rapidement, mais ne purent le sauver. Son décès fut constaté à 21h43. Alors que Queen jouait Bohemian Rhapsody et C.I.D., le groupe n'a appris la nouvelle qu'après le concert. Jennings souffrait d'une maladie cardiaque non diagnostiquée et l'excitation du concert combinée à l'immense foule de 120 personnes a aggravé son état. 2 jours plus tôt, Jennings avait gagné son billet à un jeu radiophonique. Son amie Sarah, qui l'accompagnait, a déclaré qu'il passait un moment inoubliable.
Il répétait sans cesse que c'était la meilleure soirée de sa vie, puis soudain, il s'est effondré. Ce moment tragique a conduit à des règles de sécurité plus strictes pour les grands concerts à venir. Après le concert, Freddie Mercury a quitté la scène précipitamment, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Freddie adorait les célébrations d'après-concert et restait généralement discuté avec l'équipe, mais cette fois-ci, il s'est enfui quelques secondes après la fin de la dernière chanson. Son assistant Peter Freestone a expliqué plus tard que Freddie avait reçu un appel de son médecin avant le concert concernant sa santé, et cela a dû être inquiétant. L'effort physique du spectacle semblait peser sur lui. Freddie a même oublié son bracelet en argent, un bijou qu'il portait à chaque concert depuis 1977. Une femme de ménage l'a retrouvé plus tard. Sur le chemin du retour vers Londres, Freddie le rejoignit assis en silence, le regard perdu par la fenêtre, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Il était visiblement plongé dans ses pensées. Mercury eut un bref moment de faiblesse en coulisses. Il se tourna vers son ami de longue date et assistant personnel Peter Freestone et murmura « Je ne sais pas si je peux le faire. » Roger Taylor se souvenait lui aussi d'un moment poignant après le concert. Il avait trouvé Freddie assis seul dans sa loge. Freddie leva les yeux vers lui et dit « Chérie, je crois que j'ai tout donné. » À l'époque, Roger avait pensé que Freddie était simplement fatigué, mais il comprend maintenant que Freddie lui disait adieu. Roger conserve une baguette de batterie de cette soirée dans son studio en souvenir de leur dernier concert. John Deacon, qui s'est retiré de la vie publique il y a des années, l'a qualifié de performance la plus difficile de sa vie. Il a admis avoir pleuré pendant « These are the days of our lives », car il sentait que c'était peut-être la dernière fois qu'ils joueraient ensemble. Pour tous les membres du groupe, cette soirée marqua la fin d'une époque. La vie de Freddie Mercury fut riche en relations profondes, en épreuves et en surprises. L'une des personnes les plus importantes de sa vie fut Mary Austin. Notre relation a été retracée à travers les interviews qu'il a données, principalement pour David W. Freddie a rencontré Mary en 1969. Il avait 24 ans et elle 19. Ils sont rapidement tombés amoureux, ont emménagé ensemble et se sont même fiancés. Mais en 1976, Freddie a révélé à Mary sa bisexualité. Mary, avec son calme et sa franchise habituelle, a répondu « Non, Freddie, je pense que tu es gay ». Ce moment a bouleversé leur relation amoureuse, mais ils sont restés proches toute leur vie. Freddie a toujours dit que Mary était sa seule et véritable amie et que personne ne pourrait la remplacer. Freddie a continué à prendre soin de Mary même après leur séparation. Il lui a acheté un appartement à Kensington en 1980 près de chez lui. Dans son testament, il lui a légué la moitié de sa fortune, y compris son manoir. Mary est restée à ses côtés lorsque sa santé s'est dégradée et après son décès, elle a gardé le secret du lieu de dispersion de ses cendres conformément à ses souhaits. Freddie a également eu d'autres relations. Il a rencontré Jim Hutton, un coiffeur, en 1985 et ils sont restés ensemble jusqu'à la mort de Freddie en 1991. Mais la vie de Freddie n'était pas simple. Il était aussi proche d'une actrice autrichienne nommée Barbara. Valentin et les trois autres passaient parfois du temps ensemble. Les relations de Freddie se chevauchaient souvent, témoignant de la complexité de sa vie personnelle. Ses difficultés liées à sa sexualité et à son image publique l'ont accompagné toute sa vie. Né en 1946. Il a grandi à une époque où l'homosexualité était illégale dans de nombreux endroits. Il savait depuis son plus jeune âge qu'il était attiré par les hommes, mais devait le cacher. Lorsqu'on l'interrogeait sur sa sexualité, Freddie plaisantait ou répondait de manière vague, se décrivant par exemple comme « gay comme une jonquille ». C'était sa façon d'esquiver la vérité tout en restant enjoué. Freddie n'était pas seulement un musicien, c'était un artiste. Il a étudié l'art et le design à l'université et s'est passionné pour la peinture. Au fil des ans, il a collectionné des objets rares et magnifiques, comme des tableaux de Picasso et Dee, ainsi que des estampes japonaises. Il aimait aussi collectionner les verreries anciennes et commandait même des portraits de ses chats. Ses collections remplissaient son manoir et montraient à quel point il appréciait la beauté. Freddie Mercury a gardé sa lutte contre le sida secrète pendant de nombreuses années. Il ne l'a dit ni au public ni même à la plupart de ses amis proches. En avril 1987,
Il a appris qu'il était séropositif, mais certains symptômes étaient apparus dès 1982 lors d'un voyage à... Cette année-là, à New York, il consulta un médecin pour une tache sur sa langue. Peut-être un signe précoce de la maladie. Malgré cela, Mercury nia toutes les rumeurs concernant sa santé. La presse ne le laissa pas tranquille. Les tabloïds britanniques, notamment le Sun, commencèrent à publier des articles sur la santé de Mercury en 1986. Ces articles mêlés à la peur et à la stigmatisation entourant le sida à l'époque le poussèrent probablement au silence. Même au sein de Queen, le groupe en parlait rarement. Le guitariste Brian May expliqua qu'il ne posait pas de questions car Mercury ne le souhaitait pas. Seules quelques personnes proches de lui connaissaient la vérité. Son assistant Peter Freestone déclara plus tard que Mercury avait vu de nombreux amis mourir du sida et que cela le hantait. Il se souciait davantage de ses chats que de ses amis, et pourtant il les appelait. Mercury voulait se protéger et protéger ses proches. La veille de sa mort, il publia une déclaration publique expliquant pourquoi il avait gardé le secret pendant toutes ces années. Les gens continuaient de spéculer car Mercury paraissait de plus en plus maigre et faible. Le 23 novembre 1991, il annonça finalement au monde entier qu'il était atteint du sida. Il décéda le lendemain, mettant ainsi fin à des années de silence et de spéculation, même lorsqu'il était très malade. Malgré sa maladie, Mercury n'a jamais abandonné la musique. En 1990, Queen enregistre l'album Innuendo. Le groupe modifie son planning pour l'aider. Ils travaillent pendant 3 semaines, puis prennent 2 semaines de repos pour que Mercury puisse se reposer. Le groupe était conscient de la gravité de son état. Brian May raconte que les médecins leur ont dit que Mercury n'avait plus beaucoup de temps, mais il s'est surpassé pour continuer à travailler. L'une des chansons The Show Must Go On devient un symbole de sa détermination. May doutait que Mercury puisse gérer les parties vocales difficiles. Mercury boit un verre de vodka et dit « Je vais le faire, chérie ». Il livre ensuite une performance parfaite en une seule prise. Après avoir terminé Innuendo, Mercury continue d'enregistrer en mai 1991. Il travaille sur des chansons comme Mother Love, mais ne peut pas la terminer. Sa dernière séance d'enregistrement a lieu le 22 mai 1991. Il enregistre Winter's Tale qui figure sur l'album posthume Made in Heaven. Même en luttant contre une maladie incurable, Mercury travaille sans relâche pour laisser une musique immortelle. La dernière apparition publique de Freddie Mercury a lieu le 18 février 1990 aux Brit Awards, où Queen reçoit un prix pour sa contribution exceptionnelle à la musique britannique. Mercury paraissait très amaigri et fatigué, ce qui choqua les fans. Malgré cela, il se présenta sur scène pour rendre hommage à son groupe et à ses fans. Brian May prononça la majeure partie du discours. Oui, il est venu nous voir jouer. Nous avions un petit groupe appelé Smile et Freddie était venu nous voir. Il était vraiment très enthousiaste et plein d'énergie. Mercury dit simplement « Merci, bonne nuit ». Mercury dit « Ce furent ses dernières paroles publiques, un adieu simple mais émouvant dans les derniers mois de sa vie ». La santé de Mercury se détériora rapidement. En juin 1991, il restait principalement chez lui à Kensington, dans l'ouest de Londres. Des amis proches et son ancienne compagne Mary Austin lui rendaient souvent visite pour le soutenir. « Il m'a fallu beaucoup de temps pour vraiment tomber amoureuse de cet homme », confia-t-elle, mais son état s'est aggravé. Il a perdu la vue, ne pouvait presque plus bouger et restait souvent alité. Le 22 novembre 1991, il arrêta de prendre ses médicaments à l'exception des analgésiques. Le même jour, il prépara une déclaration publique avec le manager de Queen, Jim Beach. La déclaration fut publiée le 23 novembre, confirmant son diagnostic de sida. Freddie Mercury décéda le 24 novembre 1991 à l'âge de 45 ans. La cause du décès fut une pneumonie provoquée par le sida. Son compagnon Jim Houghton a décrit ses derniers instants comme paisibles, affirmant que Mercury paraissait calme et radieux avant de s'éteindre. Après sa mort, la musique de Mercury n'a fait que gagner en popularité. En 1995, Queen a sorti Made in Heaven, un album regroupant ses derniers enregistrements, qui est devenu un succès mondial avec plus de 20 millions d'exemplaires vendus. L'héritage de Mercury
continue de prospérer. Sa musique compte des milliards d'écoutes en streaming et Greatest Hits de Queen est l'album le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni. La voix et la passion de Mercury continuent d'inspirer les fans du monde entier.